Salut tout le monde, je suis de retour avec une autre histoire Reddit, complètement folle pour vous tous. L'histoire d'aujourd'hui est une montagne russe de drames familiaux, où un nom de bébé déclenche chaos, trahison et quelques sérieuses violations de limites. Alors, prenez un snack, installez-vous confortablement et plongez dans ce chaos avec quelques vibes Minecraft relaxantes en fond. Le titre ? Ma famille a essayé d'imposer un nom à mon bébé, a menti sur ma santé mentale, mais la vérité nous a libérés. Mes proches ont déposé des plaintes infondées auprès des services de protection de l'enfance, alléguant que j'étais inapte à être parent en raison d'une instabilité mentale. Mais ils n'étaient pas préparés à ce qu'une assistante sociale démantèle leurs accusations devant le tribunal. Je suis enceinte de 28 semaines de mon premier enfant, et ma famille s'est retournée contre moi à cause de notre choix de nom pour le bébé. La situation a tellement dégénéré que j'ai du mal à discerner si je suis déraisonnable ou si mes proches ont perdu toute perspective. Je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans. Je suis mariée à Michael, qui a 30 ans. Nous sommes ensemble depuis 5 ans et mariés depuis 3. Quand nous avons appris que nous allions avoir une fille, nous étions ravis. Michael et moi avons passé des semaines à parcourir des listes de noms en ligne et dans des livres pour finalement choisir Olivia Faith. Nous avons choisi Olivia pour son attrait intemporel mais frais, et Faith en l'honneur de la cousine décédée de Michael, qui a été une figure clé dans sa vie après le divorce de ses parents. Nous avons partagé le nom avec nos familles il y a environ 6 semaines, et c'est là que les problèmes ont commencé. Ma mère, Patricia, 58 ans, a toujours été obsédée par les traditions familiales. Elle vient d'une grande famille italo-américaine où les noms se transmettent de génération en génération. Quand nous avons révélé notre choix d'Olivia Faith, son visage s'est assombri. Après une courte pause, elle a demandé si nous avions envisagé de nommer le bébé Margaret, en hommage à ma défunte grand-mère, décédée il y a 4 ans, à 87 ans. Parlons de ma grand-mère, Margaret. La famille parle d'elle comme si elle était parfaite, une figure centrale qui unissait tout le monde. Mais Margaret n'était pas la sainte que tout le monde se souvient. De mes 6 à 15 ans, elle s'occupait de moi et de mon jeune frère, Ethan, 20 ans, les week-ends ou pendant les vacances d'été, quand nos parents n'étaient pas disponibles. Margaret avait des règles strictes sur la façon dont les enfants devaient se comporter. Si Ethan ou moi faisions du bruit pendant ses émissions de radio préférées, elle nous enfermait dans la pièce de rangement du grenier, un espace sombre et moisi sans lumière ni ventilation. Parfois, nous y restions des heures. Ethan, plus jeune, pleurait, ce qui la rendait encore plus en colère lorsqu'elle nous libérait enfin. Pendant ces moments, Margaret nous privait souvent de repas en guise de punition pour ce qu'elle considérait comme un comportement irrespectueux. Si nous demandions une collation ou gigotions pendant ces émissions, elle nous envoyait au lit sans manger, convainquant nos parents que nous avions déjà mangé et que nous étions juste gourmands. Ils croyaient toujours sa parole. Pire encore, c'était la façon dont elle nous parlait quand nous étions seuls. Elle traitait Ethan de lent, parce qu'il avait des difficultés en mathématiques, et me disait que je devenais trop grosse, et que je ne trouverais jamais de mari si je continuais à manger. Ces mots m'ont hanté pendant des années, revenant à chaque fois que je me regarde dans le miroir. Quand Margaret est entrée en maison de retraite, nous lui rendions visite régulièrement, et tout le monde vantait sa gentillesse et sa chaleur. Je restais silencieuse, sachant que personne ne me croirait si je parlais de sa cruauté. Margaret avait créé une image de la grand-mère parfaite, faisant des tartes, cousant des courtes pointes. Après sa mort, la vénération de ma mère pour elle a grandi. Elle s'est fait tatouer le nom de Margaret sur la cheville, en écriture élégante, et poste des photos nostalgiques d'elle, en ligne pendant les vacances, accompagnées de légendes sur combien elle manque de ses conseils. Alors, quand Patricia a suggéré de nommer ma fille Margaret, j'ai fermement refusé, expliquant que Michael et moi étions fixés sur Olivia Faith. Son expression s'est crispée, et elle a qualifié cela d'égoïste de ne pas honorer l'héritage de Margaret, insistant sur le fait que Margaret aurait voulu que sa petite fille porte son nom. Au cours des semaines suivantes, Patricia a mentionné Margaret constamment, par appel, messages et visites. Elle m'a envoyé de vieilles photos de Margaret avec la famille et des histoires sur la manière dont Margaret l'avait soutenue pendant ma petite enfance. Mon père, Thomas, 55 ans, est resté neutre au début, mais a rapidement pris son parti, soulignant l'importance de respecter les aînés et de préserver les liens familiaux. Il a mentionné que Margaret m'avait laissé un collier dans son testament,
affirmant que cela montrait son amour pour moi, bien qu'elle ait offert des cadeaux similaires à toutes ses petites filles. Ce n'était pas personnel. Le conflit s'est intensifié lors de ma baby shower il y a 3 semaines, organisée par Patricia dans une salle communautaire locale. Environ 35 personnes étaient en les présentes, des proches, des amis et quelques collègues. L'événement se déroulait bien, jusqu'à ce que Patricia prononce un discours. Après avoir remercié tout le monde, elle a exprimé son espoir que nous puissions tous me convaincre de choisir un nom plus approprié, suggérant Margaret pour honorer le pilier de notre famille. Les invités m'ont regardé, certains proches plus âgés hochant la tête en signe d'approbation. Ma cousine Anna, 29 ans, a remarqué que Margaret aurait été touchée d'avoir une homonyme. Je me suis levé et j'ai clarifié que le nom de notre fille était Olivia Faith, et que Michael et moi ne bougerions pas. Le sourire de Patricia s'est effacé. Elle m'a accusé d'être têtue et de mépriser les sentiments de la famille, disant que Margaret méritait cet hommage pour tout ce qu'elle avait fait. Quand j'ai réaffirmé notre décision, elle a haussé la voix, me traitant d'irrespectueuse. La salle était devenue silencieuse, alors que ma baby shower se transformait en dispute publique. Les invités chuchotaient, visiblement mal à l'aise. J'ai essayé de changer de sujet, mais Patricia a insisté pour que nous en discutions plus tard, espérant que je reviendrais à la raison avant la naissance. Le reste de la baby shower était tendu. Certains proches sont partis tôt, et quelques-uns m'ont dit en privé qu'ils me soutenaient, mais m'ont encouragé à régler les choses avec Patricia. Depuis, les choses ont empiré. Patricia appelle plusieurs fois par jour à propos du problème de nom. Thomas a commencé à se présenter chez nous pendant que Michael est au travail, me faisant des sermons sur le devoir familial. Ethan m'a envoyé un message, suggérant que je cède pour éviter le stress pendant la grossesse. Ma tante Clara, 50 ans, est venue à mon travail pendant la pause déjeuner, affirmant que Patricia était dévastée. Quand j'ai partagé mes souvenirs douloureux de Margaret, Clara les a balayés, disant que je devais mal me souvenir, car j'étais jeune. Personne n'écoute quand j'explique pourquoi je refuse le nom de Margaret. Ils détournent la conversation ou me disent de me concentrer sur ses bonnes qualités. Mon cousin David, 34 ans, a dit que Margaret était d'une autre époque et que je ne devrais pas la juger selon les normes actuelles. La semaine dernière, Patricia s'est présentée à mon rendez-vous prénatal avec la sœur de Margaret, Béatrice, 76 ans, qui avait voyagé 2 heures pour être là. Patricia a dit que Béatrice voulait entendre le battement de cœur de sa petite nièce, laissant entendre que le bébé pourrait s'appeler Margaret. Béatrice a parlé de combien Margaret désirait plus d'enfants et aurait chéri une homonyme. Quand j'ai répété que notre bébé s'appellerait Olivia Faith, Béatrice semblait confuse, disant que Patricia lui avait dit que je considérais Margaret. Patricia a balayé cela, prétendant que nous en discutions encore. Frustré, je suis parti sans les laisser entendre le battement de cœur et j'ai appelé Michael. Il a suggéré de fixer des limites plus fermes, proposant une lettre pour confirmer notre décision et exiger du respect. Mais je crains qu'une lettre n'enflamme davantage les choses. Ma famille voit cela comme plus qu'une dispute sur un nom. C'est un test de ma loyauté envers nos traditions. Refuser, c'est comme choisir mes préférences au détriment de leurs valeurs, mais nommer ma fille Margaret ramène des souvenirs d'enfermement dans le grenier et de dénigrement. Avec l'arrivée du bébé dans 10 semaines, le stress monte, et je suis tiraillé entre tenir bon pour Olivia Faith, risquant d'endommager les liens familiaux de manière permanente, ou trouver un compromis. Quelqu'un a-t-il fait face à une pression familiale similaire à propos d'un nom de bébé? Comment avez-vous géré le fait d'honorer quelqu'un que vous associez à la douleur? J'ai besoin de conseils. Cela affecte ma santé et mon mariage. Mise à jour 1. Il y a 6 semaines, j'ai partagé comment ma famille me poussait à nommer ma fille, d'après ma grand-mère abusive, Margaret, et j'ai choisi Olivia Faith à la place. Beaucoup m'ont encouragé à tenir bon, ce que j'ai fait, mais les choses ont empiré avant de s'améliorer. À 36 semaines, j'ai eu des contractions précoces. Michael m'a emmené à l'hôpital, où Olivia Faith est née en bonne santé, pesant 5 livres et 6 onces. Le premier jour était merveilleux malgré l'épuisement, avec Olivia en unité de soins intensifs néonatales pour surveillance en raison de sa prématurité. Le deuxième jour, une infirmière m'a dit que plusieurs personnes avaient appelé l'hôpital à propos de moi et du bébé, Patricia, Thomas, Clara et Anna. Je ne les avais pas informés de la naissance, voulant du temps pour créer un lien avec Olivia. Cet après-midi-là,
Patricia et Thomas sont arrivés sans prévenir pendant que je nourrissais au sein. Patricia s'est précipitée vers le berceau d'Olivia, prenant des photos et s'extasiant sur la beauté de sa Margaret. Je l'ai corrigée disant que le nom était Olivia Faith. Elle a ri, disant que je verrais à quel point Margaret était parfait, notant qu'Olivia ressemblait aux photos de bébé de Margaret. Thomas se tenait près de la porte, disant qu'ils étaient inquiets lorsqu'ils ont appris que j'avais accouché sans leur dire, insistant sur le fait que la famille devait être informée en premier. Je leur ai demandé de partir, invoquant l'épuisement et la récupération. Patricia a soutenu qu'ils avaient conduit 90 minutes et méritèrent du temps avec leur petite fille, prenant Olivia sans permission. Quand j'ai essayé de la reprendre, Patricia m'a traité de possessive, affirmant que les grands-parents avaient des droits et que Margaret aurait voulu qu'elle soit impliquée. Michael est revenu de la cafétéria, a vu la scène et leur a ordonné de partir, soulignant notre besoin d'intimité. Patricia l'a accusé de me monter contre ma famille et de résister à l'héritage de Margaret. Michael a repris Olivia et a fait appeler la sécurité par une infirmière, déclarant qu'ils étaient non invités et causèrent du stress. Patricia a juré que ce n'était pas fini, disant qu'il s'assurerait d'avoir une relation avec Margaret malgré mes souhaits. Le lendemain, une assistante sociale, Madame Carter, nous a rendu visite, disant que quelqu'un avait signalé des préoccupations concernant ma santé mentale, alléguant une dépression postpartum et une paranoïa envers ma famille. Elle a effectué un contrôle de bien-être, posant des questions sur mon système de soutien, mes antécédents de santé mentale et les plans pour les soins d'Olivia. J'ai expliqué le différent sur le nom et leur visite non invitée à l'hôpital. Madame Carter a noté que l'appelant avait fourni des allégations spécifiques concernant mes décisions instables et le fait que Michael me soutenait. Après 1 heure, elle a conclu que j'étais une mère compétente sous un stress familial typique, recommandant aucune autre action. 2 jours plus tard, Olivia et moi sommes sortis de l'hôpital. La sœur de Michael, Emily, 33 ans, est restée avec nous pendant 1 semaine pour aider avec les tâches ménagères, voyageant 3 heures pour nous soutenir. Le 4e jour à la maison, Clara, David et sa femme Sophie, 25 ans, sont arrivés, prétendant s'inquiéter pour les soins d'Olivia. Patricia leur avait dit que je ne répondais pas aux messages. Nous avions éteint nos téléphones pour nous concentrer sur Olivia. Clara a poussé Michael pour entrer, insistant sur le fait qu'elle devait voir qu'Olivia était en bonne santé. David a photographié notre maison, la chambre d'Olivia, la cuisine, le salon, disant que c'était pour documenter ses conditions de vie au cas où des problèmes surviendraient. Sophie m'a interrogé sur le programme d'alimentation d'Olivia, mon sommeil et mes médicaments, invoquant les inquiétudes de Patricia sur ma capacité à être parent. Après leur départ, Michael et Emily ont documenté la visite, soupçonnant une tentative de rassembler des preuves contre nous. Ce soir-là, la mère de Michael, Suzanne, 60 ans, a appelé, disant que quelqu'un prétendant être Patricia l'avait averti que j'avais une grave dépression postpartum, exhortant Michael à déplacer Olivia chez mes parents pour mon traitement. Suzanne, qui nous envoyait des messages quotidiennement, n'a vu aucun signe de cela et a rejeté les allégations. Michael a expliqué le conflit de noms et le harcèlement. Suzanne a proposé de rester avec nous si nécessaire. Le lendemain, nous avons appris que Patricia avait contacté les collègues de Michael et les miens, répandant des mensonges sur ma crise mentale. Michael a informé son département des ressources humaines et son patron a assuré qu'aucune mesure ne serait prise en fonction des appels, bien que Michael s'inquiète pour sa réputation. Rendant compte que ma famille essayait de saper ma crédibilité en tant que mère, nous avons consulté une avocate spécialisée en droit de la famille, Madame Rivera, spécialisée dans les différends avec les grands-parents. Elle a expliqué que les grands-parents obtiennent rarement la garde ou des droits de visite sans preuve d'inaptitude parentale ou de circonstances extraordinaires. Elle a averti que de fausses signalements aux services sociaux pouvaient avoir de graves conséquences et a conseillé de documenter toutes les interactions. Nous avons envoyé une lettre de mise en demeure à Patricia, Thomas, Clara et David, interdisant les visites non invitées et les faux signalements aux services sociaux ou aux employeurs, menaçant d'une ordonnance restrictive en cas de harcèlement continu. 3 jours plus tard, Ethan a appelé, disant que nos parents étaient bouleversés par la lettre, se sentant punis pour s'inquiéter pour moi et Olivia. Il a suggéré d'utiliser Margaret comme 2e prénom d'Olivia pour résoudre le conflit. J'ai expliqué les faux signalements et les mensonges à nos contacts,
disant que la confiance était rompue. Ethan ignorait les appels aux services sociaux et a promis de demander à nos parents de se retirer. Le lendemain, Patricia a laissé un message vocal, affirmant que la lettre prouvait que je ne pensais pas clairement et que Michael me manipulait. Elle a dit que Margaret serait dévastée de savoir que sa petite fille était tenue à l'écart de la famille, jurant d'assurer qu'Olivia connaisse son héritage. Le message vocal montrait que la lettre ne les avait pas arrêtés. Ils continuaient d'appeler Olivia Margaret et se voyaient comme des victimes. Nous savions que des mesures légales plus fortes étaient nécessaires pour protéger notre famille. Mise à jour 2, il y a 3 mois, j'ai mis à jour sur le harcèlement de ma famille concernant le nom de notre fille Olivia et la propagation de fausses allégations sur ma santé mentale. La situation a encore empiré, mais je veux partager ce qui s'est passé pour ceux qui font face à des conflits familiaux similaires. Lors d'une visite pédiatrique de routine pour Olivia, Patricia, Thomas et Clara sont apparus dans la salle d'attente, ayant appris le rendez-vous. Patricia s'est approchée, disant qu'elle avait réfléchi et voulait s'excuser pour les malentendus, espérant résoudre les choses pour le bien d'Olivia. Tenant Olivia dans une salle d'attente bondée, j'ai gardé la voix basse, disant qu'il ne pouvait pas assister à des rendez-vous médicaux sans invitation et que nous avions besoin d'espace. Thomas a affirmé que les grands-parents avaient le droit d'être impliqués dans les décisions de santé d'Olivia, invoquant leur expérience parentale. Clara a pris des photos d'Olivia, disant qu'elle voulait documenter sa croissance puisqu'ils avaient été exclus. Quand je lui ai demandé d'arrêter, elle a dit que Patricia était dévastée d'avoir manqué les premiers mois d'Olivia. L'infirmière nous a rappelé, et j'ai clarifié que seuls Michael et moi étions autorisés pour les rendez-vous d'Olivia. Patricia a soutenu que les grands-parents devraient avoir un accès automatique, notant qu'elle avait assisté au rendez-vous de ses autres petits-enfants. L'infirmière leur a demandé d'attendre dans le hall. Pendant l'examen, le Dr Khan a posé des questions sur les changements familiaux. J'ai partagé la visite non invitée et la pression continue sur le nom. Il a révélé qu'un appel de quelqu'un prétendant être la grand-mère d'Olivia avait interrogé sur son poids, son alimentation et son développement, et remis en question notre parentalité. Le Dr Khan n'avait partagé aucune information en raison des lois sur la confidentialité, mais a noté l'appel dans le dossier d'Olivia, offrant de restreindre l'accès médical à Michael et moi, ce que nous avons approuvé. Dans le hall, Patricia a demandé des détails sur la santé d'Olivia, ce que j'ai refusé de partager. Thomas a qualifié notre secret de suspect, et Clara a remarqué qu'Olivia semblait petite, remettant en question notre alimentation. Devant d'autres familles, Patricia a essayé de prendre Olivia, affirmant qu'elle savait comment la calmer. J'ai reculé, et elle m'a traité de paranoïaque. Michael est arrivé, a vu la scène et leur a dit de partir, invoquant nos limites. Thomas a blâmé Michael pour m'avoir monté contre la famille. En partant, Clara a crié qu'il connaissait notre adresse et se connecterait avec Margaret, quoi qu'il arrive. Ce soir-là, nous avons informé Madame Rivera, qui a dit que leurs actions pouvaient être qualifiées de harcèlement, surtout après la mise en demeure. Elle a suggéré une ordonnance restrictive temporaire, nécessitant des preuves judiciaires comme les faux signalements, les visites non invitées et l'incident pédiatrique. Nous avons déposé une plainte contre Patricia, Thomas et Clara, avec une audience prévue pour la semaine suivante. La veille de l'audience, Ethan a appelé, disant que nos parents voulaient qu'ils témoignent sur notre famille aimante et leurs soucis pour Olivia. Il lui avait dit que nous exagérions. J'ai détaillé le harcèlement, et Ethan, ignorant de nombreux incidents, a choisi de ne pas témoigner. Lors de l'audience, Madame Rivera a présenté des relevés téléphoniques, des messages, des photos et des rapports de l'hôpital et du pédiatre. Mes parents, sans avocat, ont affirmé qu'ils étaient des grands-parents aimants, bloqués par l'influence de Michael. Patricia a invoqué mes problèmes postpartum. Le juge a conclu que leurs actions constituaient du harcèlement, émettant une ordonnance restrictive d'1 an, interdisant les contacts, les visites ou les faux signalements, et leur ordonnant de payer nos frais juridiques. Après l'audience, Patricia s'est approchée de moi, mais un huissier est intervenu. Madame Rivera nous a escortés dehors, nous conseillant de signaler toute violation. 2 semaines plus tard, le nouvel avocat de mes parents a menacé d'une action en justice pour les droits de visite des grands-parents, affirmant que l'ordonnance restrictive était sans fondement. Madame Rivera a répondu qu'une telle action pendant une ordonnance active pourrait être considérée comme un harcèlement supplémentaire. Depuis,
Nous n'avons eu aucun contact direct avec Patricia, Thomas ou Clara. Ethan dit qu'ils sont bouleversés, croyant que Michael m'a monté contre eux. Olivia, maintenant âgée de 7 mois, s'épanouit. L'ordonnance restrictive a encore 6 mois, et nous la prolongerons si nécessaire. Mise à jour 3, 6 mois après ma dernière mise à jour, avec l'ordonnance restrictive contre Patricia, Thomas et Clara, arrivant à expiration en décembre. Olivia a maintenant 14 mois. Nous avions prévu de prolonger l'ordonnance car Ethan a dit que nos parents prévoyaient de voir Olivia après la fin de la restriction. Mais en novembre, Ethan a découvert quelque chose de bouleversant. En aidant nos parents à désencombrer pour un déménagement, il a trouvé une boîte contenant les affaires de Margaret, lettres, journaux et dossiers médicaux. Les lettres, adressées à Béatrice, détaillaient la frustration de Margaret à garder Ethan et moi, nous décrivant comme gâtés et ayant besoin d'une discipline sévère comme l'enfermement dans le grenier et les repas sautés. Ces journaux révélaient un dédain général pour les enfants, nous qualifiant d'ingrats et critiquant l'éducation moderne. Elles notaient des punitions similaires pour d'autres petits-enfants. Ethan a confronté nos parents, qui ont d'abord défendu Margaret, invoquant les normes de son époque. Thomas, secoué, a admis qu'il la trouvait stricte, mais faisait confiance au jugement de Patricia. Après des jours de dispute, Patricia a eu du mal à accepter l'abus de Margaret, car cela sapait son insistance pour le nom d'Olivia. Thomas a insisté sur le fait qu'il me devait des excuses. 2 semaines plus tard, Ethan a organisé une réunion au bureau de Madame Rivera, avec lui comme médiateur. Nos parents ont apporté les documents de Margaret, admettant ses mauvais traitements. Patricia a dit qu'elle avait idolâtré Margaret, ignorant ses défauts, et s'est excusée pour les faux signalements et le harcèlement. Thomas a regretté de ne pas avoir pris mes préoccupations au sérieux, plus tôt. Nous avons demandé des nouvelles de Clara, et ils ont dit qu'elle avait agi sur les fausses informations de Patricia, mais serait priée d'arrêter. Ethan a suggéré qu'ils envoient occasionnellement des cartes à Olivia pour reconstruire la confiance progressivement. Nous avons accepté de maintenir l'ordonnance restrictive active et d'établir des règles strictes pour les contacts futurs. Patricia s'est excusée auprès de Susan pour les fausses allégations. Après l'expiration de l'ordonnance, ils ont envoyé des cartes polies et ont eu de brefs appels supervisés. En avril, nous avons autorisé une visite supervisée de 2 heures chez Ethan. Ils ont respecté toutes les limites et Olivia, timide mais curieuse, s'est légèrement réchauffée. Notre relation avec eux reste prudente. Et Clara, refusant d'accepter l'abus de Margaret, s'est distanciée. Cette épreuve m'a appris que les traditions ne doivent pas primer sur la sécurité des enfants. Le système juridique nous a protégés, mais seuls les mots de Margaret ont forcé mes parents à voir la vérité. Olivia, appelée Olivia Faith par tous, grandit dans un foyer qui privilégie son bien-être par-dessus les héritages nuisibles. Et voilà pour le drame familial d'aujourd'hui, les amis. Quelle aventure, bataille de noms, chaos familial, et la vérité qui triomphe à la fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Prenez encore quelques snacks, continuez à profiter des vibes Minecraft, et je vous retrouve pour la prochaine histoire Reddit. À bientôt.